Toute espèce confondue, le thon est le poisson sauvage le plus pêché à travers le monde. L'importance de cette richesse à travers les océans de la planète est indéniable. Et en Polynésie, il ne fait pas exception. Ce grand peuple de navigateurs a nécessairement côtoyé les routes du thon. Et à travers le temps, ceux qui deviendront les Polynésiens ont su développer multiples techniques et ont vu s'habiller l'imaginaire collectif de représentation du précieux animal. Indispensable aujourd'hui, tant à la gastronomie locale qu'au tissu économique. Au Tuamotu, à Tikehau, pêcher fait partie du quotidien de chacun. Et on pêche le thon de bien des façons. Heinere et son fils préparent leur embarcation pour nous emmener sur leur lieu de pêche favori. Un endroit fréquenté par les habitants de cet atoll depuis des générations pour pratiquer une pêche au caillou un peu améliorée. Où on va aller? Allô, à Apo. Il faut tout d'abord sortir de la seule passe de Tikehau pour se rendre sur les lieux. La passe est un endroit particulièrement riche en nutriments dus aux marées qui vont et qui viennent du lagon vers le large. Véritable porte d'entrée, c'est un lieu de convergence pour de nombreuses espèces qui s'y retrouvent pour se nourrir. L'endroit là où on est, c'est un trou à thon. Hein. Et là, il y a le trou à thon, il y a un trou à requin aussi ici. Alors c'est concentré de poissons, quoi. Ça fait des années depuis mon arrière-grand-père, il pêchait ici. Cette pêche-là, c'est une pêche au thon. Le poisson, on met sur un caillou pour l'emmener au fond. On peut dire aussi c'est pêche au caillou. Mais comme là, c'est pas du caillou, c'est du béton fait couler dans du PVC qu'on récupère après. Et une fois la sardine au fond, le pêcheur n'a plus qu'à tirer sur son fil pour décrocher le poids qu'il y a entraîné. Il faut maintenant attendre que la bouée se retourne, signe qu'un poisson est au bout de l'hameçon. Mais les choses ne se déroulent jamais comme on l'espère. Cassé. C'est un gros requin. Moi, chez l'autre. C'est moi un requin. Cassé. What? Ça, c'est le requin, ça. Celui-là, c'est le requin. Le premier qu'on a tiré, là, c'est... Je pense que le requin, il a dû bouffer le thon. En même temps, il a arraché le thon, mais ça a cassé aussi l'hameçon. C'est pas souvent il y a des requins, mais quand il y en a, il y en a. Comme le trou à requin, il est juste là. Comme dans beaucoup de techniques, la présence naturelle des grands prédateurs que sont les requins réduit les chances de nos petits pêcheurs au caillou. Et il faut alors recommencer la manœuvre jusqu'à ce que la chance veuille bien tourner en leur faveur dans cette pêche plutôt passive. Pourtant, depuis longtemps, à Maupiti, les Iliens avaient déjà mis au point une méthode bien plus efficace afin d'atteindre les précieux thons. Malheureusement, celle-ci a été oubliée depuis. Le professeur Éric Comte, aujourd'hui président de la Maison des sciences de l'homme, peut nous en parler, puisque c'était l'objet de sa thèse de doctorat. Les premiers observateurs, que ce soit James Cook, James Morrison et d'autres, ont remarqué que les Polynésiens, bien sûr, avaient un certain nombre de techniques de pêche, et notamment une pêche au thon particulière qu'on appelle la pêche au tira. Alors le tira, ça veut dire un mât, et la pêche au tira utilise donc une sorte de mât qui permet de pêcher de très gros thons et de réussir à les soulever.
Cette pêche a été décrite au XVIIIe siècle et a perduré jusqu'au XXe siècle, et notamment à Maupiti. Quand on avait décidé d'organiser une pêche au tira, c'est une pêche collective d'une certaine façon, dans la mesure où elle demande un matériel fait avec 2 pirogues que l'on assemble, un mât qui va servir de canne, avec une fourche à l'extrémité. Il faut aussi un panier tressé en fougère dans lequel on va mettre les appâts vivants, les houma, et également un piège avec lequel on va capturer ces mêmes houma. Donc finalement, chaque famille ou chaque participant apportait un élément du dispositif qui était assemblé le jour de la pêche. Ils sont à peu près entre 8 et 10 sur une pirogue. À l'aube, on part pour arriver sur le lieu de pêche, donc qui est au large, bien sûr. Il faut suivre les oiseaux qui eux-mêmes, bien sûr, sont sur des bancs de petits poissons et qui sont chassés par les gros. Mais ça reste quand même, la plupart du temps, dans le périmètre d'un trou à thon. Bien des observateurs ont eu l'occasion de décrire les us et coutumes des Polynésiens à travers le temps. Mais peu de techniques de pêche au thon ont eu la chance d'être discutées par la plume prestigieuse de Charles Nordhoff. Pilote anglais de la Première Guerre mondiale auprès d'un certain James Norman Hall, les 2 acolytes s'installèrent à Tahiti peu après la fin de celle-ci. Chacun s'intégra dans le paysage local et ils écrivirent en commun plusieurs ouvrages, dont la désormais fameuse trilogie de la Bounty. Bon, Charles Nordhoff avait avancé un peu cette idée que si la pêche au tira avait un peu disparu, c'est que la place avait été prise davantage, même si elle était pratiquée avant, par les pêches au thon au fond, à l'aide de pierres qui sont plus individuelles, donc nécessitent moins de mise en œuvre collective et rapportent aussi de beaux poissons. Ce qui ne veut pas dire que dans le temps, on ne pêchait pas au fond avec les pierres, mais peut-être que la place était mieux répartie en quelque sorte, et que le tira ayant diminué ou l'autre ayant pris de l'importance, le tira a été plus facilement abandonné. Les pêcheurs sont des gens très rationnels. Tant qu'une technique fonctionne mieux que d'autres, ils l'utilisent. La lune n'est pas encore tout à fait couchée, que bien des Polynésiens se tournent déjà vers la mer. Pour se nourrir, ou par passion, tous les pêcheurs espèrent tomber sur une belle prise. Et à Moorea ce matin, Benji et Matei s'apprêtent à partir avec 2 clients pour une partie de pêche avec les moyens d'aujourd'hui. Ils ont tout plaqué pour vivre de leur passion de la mer. Et il y a peu, ils ont lancé leur tour de découverte de la pêche à la traîne, mais toujours inspirés des savoir-faire d'antan. Même avant de lancer ça, on passait notre temps sur l'eau à surfer. Tu vois, tous les jeunes, ils surfent, ils pêchent, poupouillent, à passer les week-ends avec les enfants dans l'eau et tout. Donc, par contre, d'avoir commencé cette activité, d'avoir fait de la pêche un peu plus sérieusement, on est un peu plus rentré dans la famille des pêcheurs plutôt. Tu vois, des pêcheurs polynésiens, de tous les vieux ici qui nous parlaient pas trop au début. Et maintenant, ça y est, c'est des amis. Ils nous ont donné quelques secrets, quelques conseils. Et on voit que ça leur fait plaisir de voir 2 jeunes se lancer dedans et faire ça à fond, quoi. Alors nous, c'est des tours de pêche à la traîne. Donc on emmène les gens monter avec nous sur le bateau. On leur explique un peu ce qui va se passer au large, on leur explique un peu les leurres et on va traîner pendant 3-4 heures. C'est parti. Alors là, les amis, on a lâché les leurres. Donc on va commencer à traîner. Là, on est entre 1500 et 2000 mètres de profondeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 2 DCP. Donc les DCP, c'est dispositifs de concentration de poissons.
ils ont essayé de créer un reef artificiel au large. Donc on met des bouées qui flottent à la surface, un GPS avec un piquet pour qu'on retrouve le DCP. Tu as 2 km de chaîne en bas, c'est pas accroché au fond, hein. Tu as une grosse plateforme de béton en bas qui tient la chaîne. Les petits coquillages viennent, poussent autour de la corde, les petits poissons viennent autour de la corde, les gros poissons viennent autour. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne autour de ce DCP pour essayer d'avoir les poissons qui sont autour. Souvent, autour de ce DCP, c'est des poissons carnivores, donc c'est les thasards, les mémés. Il peut y avoir quelques thons, et ça, c'est plus pour les pêcheurs au poito, avec la bouée au fond. Nous, à la traîne, ce qu'on fait, c'est qu'on surfe la houle et on essaye de trouver les bancs d'oiseaux. Selon les bancs d'oiseaux, on change les leurres. C'est pour ça qu'on a différents leurres avec différentes tailles de leurres. Et voilà, c'est principalement c'est les oiseaux en fait qui nous guident. Hein, c'est nos repères au large. C'est nos repères, voilà, il n'y a pas de sondeur ou de GPS, du moins quand tu traînes, c'est vraiment les oiseaux qui vont te dire où aller. Alors avec... Celui-là veut bien nous envoyer. Alors, en fonction des jours, ce que la nature elle veut bien nous accorder, donc on a des tons. Que ce soit temps blanc, temps rouge. Tu vois, il y a les petites bonites qu'on appelle les petits potins. C'est vraiment des petits, tu vois, tout petits poissons comme ça. Après, un peu plus gros, c'est les bonites. Encore un peu plus gros, les toevili. Après, on a les papayes, donc les thons blancs avec les nageoires jaunes, mais pas aussi longs que les gros yellowfin. Ça, ici, on l'appelle les yavés. Et après, il y a les tatoumous, les thons obèses avec les gros yeux, là. Ça, c'est plus en profondeur avec le poito. Ouais, nous, à la traîne, on va pas trop taper du tatoumou. Parce que voilà, maintenant, avec un peu l'expérience, on a un peu plus l'habitude de voir les bancs au large et tout. Quand on commence à les voir, ce que disait Matej, selon le type d'oiseau, selon comment ils volent, on sait si on va devoir changer le leurre. Si on voit les bonites sauter à la surface, si on veut ramener des bonites, on sait qu'on va rentrer dans le banc avec un petit leurre et on va essayer de taper les bonites. Après, honnêtement, il n'y a pas vraiment de règles. On peut très bien rentrer dans un banc. Vu ce matin, on est rentré dans des bancs d'oiseaux. Il y avait les yavés qui sautaient à la surface, il n'y en a pas un qu'à taper. Et des fois, on sort, il n'y a pas un seul oiseau et pop, ça tape et on ramène du poisson. Donc c'est des indicateurs, mais il faut vraiment tomber au bon moment, au bon endroit. C'est la pêche. C'est la pêche, quoi. Ouais. Donc c'est quand même une pêche responsable parce que même quand on sort avec les gens, si on a un poisson, on rentre au bord. On ne va pas pour vider la mer et ramener 4 tonnes. Quoi. Pas de stock, consommation immédiate. Consommation immédiate. Et les gens, au moins, ils comprennent que on vend le poisson qu'on a eu. Des fois, on va pour vendre du thon, ils nous disent « Ah, vous n'avez pas de mémé ?» Non, on n'a pas eu de mémé. Quoi. C'est ça aussi, il faudrait que les gens s'habituent aussi à pas manger toute l'année du mémé ou pas manger toute l'année du yavé. Non, il y a des périodes. Donc, quand il y en a, tu profites. Quand il n'y en a pas, tu manges autre chose. Le thon se fait attendre sur le bateau des deux amis. Et pour cause. Dans le Pacifique, depuis les années 50, la bonite et le thon jaune ont perdu plus de 60% de leur population. Le thon obèse, 84%, et le thon rouge du Pacifique, 96% de sa population. Des chiffres qui pointent principalement une surpêche constatée sur tous les océans. Malgré tout, à Tahiti comme ailleurs, si les restaurants, snacks et autres roulottes peuvent toujours avoir du thon sur la carte, c'est parce qu'il y a des entreprises qui travaillent à l'approvisionnement régulier de toute cette économie. Et pour cela, rendez-vous à 3 h du matin au port de Papeete pour accueillir les bateaux de pêche de Vini Vini, une entreprise de pêche locale qui possède ses propres bateaux et qui va jusqu'à transformer le poisson fraîchement débarqué pour presque tous les marchés disponibles. Mon avis, c'est un longliner, par l'anglier en français. Là. Chaque jour, je balance 2000 hameçons. Sur les 2000 hameçons, j'arrive à tenir au moins 10%. 10% de montage sur les 2000 hameçons, ça me revient quoi, en peine 20 pièces par sort. Et si le montage est meilleur, on peut monter, on peut même arriver à 100, 200 par jour. Là. Majoritairement, c'est le thon. Nous, on est plutôt là pour viser le thon. Ouais, hein. Ensuite, il y a les mahis, il y a le haura, il y a les tazas. Mais nous, on est plutôt ici pour viser cibler le thon blanc, le thon rouge, le bigaille et le yellowfin. Là.
Bon, c'est le poisson qui est visé dans le monde entier et qui est consommé dans le monde entier le thon. Moi, je suis polynésien. Hein. La pêche, c'est tellement quelque chose de grand. C'est vrai qu'on a tous ces nouveaux prototypes, la nouvelle technologie. Même avec la nouvelle technologie, on ne tape pas autant qu'à l'ancienne. Hein. Pourtant, nous, en tant que Polynésiens, on apprend déjà nos techniques à nous et ensuite on place ce qui est technologie. Là. La qualité de la Polynésie, elle est parfaite. Hein. Elle est, comme on dit, elle est al dente, quoi. Et cette qualité, al dente, il faut la préserver pour garantir le meilleur du thon polynésien. C'est alors une véritable course contre la montre qui s'entame. Le poisson est débarqué à 3 h du matin pour être tout de suite sélectionné avec le grading. L'opération de grading consiste à ponctionner une partie de la chair du poisson et de le sélectionner de telle façon à aller sur différents marchés. Soit sur le marché local, alors sur le marché local, quel type de clients, restaurants, hôtels, snacks, grandes et moyennes surfaces, ou bien effectivement marché à l'exportation. Le marché à l'exportation est plus friand, on va dire, de teneur en gras, effectivement, alors que le marché local sera plus friand de couleur et de fermeté de la chair. 95% de nos exportations partent aux États-Unis d'Amérique, à Los Angeles pour être plus précis, parce que le marché américain est très demandeur de nos produits et aussi qu'il faut des vols réguliers pour atteindre les marchés. Une fois que le poisson a été sélectionné, il est envoyé dans nos ateliers de découpe. Le personnel est chargé donc de découper le poisson entre sa forme entière et sa forme finale. Alors qu'est-ce que c'est la forme finale? Alors des fois on le met sous papier cellophane, des fois on le met en barquette, des fois on le met sous vide. Et selon justement la forme et le conditionnement qui est fait, ça va aller sur différents marchés, sur film alimentaire qui vont être envoyés pour des entreprises qui transforment directement le poisson, hein, c'est-à-dire des snacks, des restaurants, des hôtels. Et puis sinon, il y a la mise en barquette. Alors pour ces produits-là, c'est directement envoyé dans les magasins pour qu'ils le mettent dans leur rayon. Et enfin, des fois, nous faisons aussi des longes sous vide, des filets sous vide, qui est un produit qui est souvent destiné pour les îles de la Polynésie française. Voilà, on le met sous vide pour qu'il soit conservé de façon plus poussée. Il y a également une partie du poisson qui va à notre service traiteur. Le service traiteur reçoit donc du poisson en filet. Il est en charge donc de préparer les plats, que ce soit le sashimi, du chaud-froid, du carpaccio, mais aussi également des sushis hein, que l'on produit donc, à la main et avec l'aide de quelques machines pour nous aider justement dans la production. Ensuite, les plats qui sont préparés donc, soit sont directement récupérés par les consommateurs et les clients qui viennent directement au port de pêche, soit ils sont livrés dans les grandes et moyennes surfaces, donc les magasins, pour être distribués dans leurs étals, soit ils vont effectivement dans nos différents points de vente, nos boutiques que l'on a ouverts récemment. C'est plutôt destiné à cette population du Midi qui, de nos jours, n'ont plus le temps de passer 1 heure à 2 heures pour un déjeuner. L'important, c'est vraiment de maîtriser aussi toute la chaîne de valeur pour avoir des circuits courts, de telle façon à pouvoir proposer aux Polynésiens, aux consommateurs polynésiens, le produit le plus frais possible. Parce qu'effectivement, entre la pêche, la transformation et la livraison et distribution, c'est cool entre 7 et 8 heures. Nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de telle façon à ce qu'il n'y ait pas justement cette rupture et qu'on garantisse aux consommateurs polynésiens cette qualité de produit qui doit rester l'image de marque du poisson polynésien.
Une qualité encore une fois que l'on se plaît à déguster à chaque occasion. Et s'il y a bien une façon plus emblématique que d'autres de consommer ce poisson si fameux, c'est bien de le préparer cru au lait de coco. Direction la côte ouest de Tahiti, afin de voir comment on prépare cette recette tant appréciée. Celle que l'on offre ici à chaque personne de passage, mais aussi à sa famille et ses amis, à tous les repas s'il le fallait. Là, on a du thon rouge, pêché récemment, bien frais. Ça peut être tous les jours. Le poisson cru, on peut le manger tous les jours. C'est un plat convivial qu'on aime partager en Polynésie. On est un peuple de l'eau, donc peuple de pêcheurs. Donc ça fait partie intégrante de la culture culinaire. Alors, là, je suis en train de lever les filets. Que ce soit plus facile pour la découpe. Là, c'est tout bête. Le thon, c'est un vrai plaisir à préparer, à manger, à le pêcher aussi. Et celui au lait de coco, ça reste quand même le plus emblématique. Là, il y a Jérémy qui arrive avec le lait de coco. Ça va nous sauver la vie. Parce qu'un poisson cru, lait de coco, sans lait de coco, c'est compliqué. Et ça y est, j'ai eu le lait de coco. Le Saint Graal. Magique. La modernité. Ah là, c'est le côté pratique. Bon, on a hésité, hein. Mais bon, on a pris du coco déjà fait. Et ça fait tourner l'économie locale. Voilà, ça fait tourner l'économie locale en plus. Le thon, c'est une des espèces qui est les plus pêchées en Polynésie et qui est quand même facile à découper, c'est assez rapide. Tu penses c'est aussi le côté pratique parce que le thon, c'est des gros blocs, rapidement, que du perroquet, les filets sont beaucoup plus petits, tout ça. C'est plus compliqué si tu utilises d'autres poissons, quoi. Que le thon, c'est vraiment le côté, c'est un peu la vache de l'océan, quoi. C'est bon. Vous pouvez utiliser du thon rouge, du thon blanc. Il y en a même qui font des poissons crus lait de coco avec du mei-mei. En général, on prend du thon. Donc là, on met les légumes. Il est bon, il est bon. Il va peut-être falloir un plus grand plat. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. Hop. On mélange bien comme il faut. On la suce. Pour être sûr que c'est bon, faut goûter. La partie cruciale du poisson cru au lait de coco, c'est le lait de coco. Donc là, on arrose généreusement. Bien frais de ce matin, celui-là aussi. Voilà, comme ça. Voilà déjà. Alors l'idée là, c'est de le laisser mariner dans le lait de coco. Le citron, il viendra juste avant qu'on mange pour amener l'acidité qu'il faut. Là, on est bien. Comme au resto. Mais meilleur. Tac, les petits citrons. Yes. Et là, pour validation. Excellent. Voilà. Et après, vous goûtez. Validé. On peut faire, on peut faire déguster les copains. Ouais, connaissant Théo, c'est sûr. À vue d'œil. À vue d'œil, à vue de nez. C'est sûr que ça peut que être bon. Ouais. C'est validé. On va manger parce que ça va finir. On va mettre au frais pour les autres, sinon il n'y en aura plus. Donc voilà, c'était le poisson cru au lait de coco à la locale, Made in Tahiti. Le thon fait partie de l'alimentation des Polynésiens, un peuple de la mer qui vit avec la mer. Il reste, néanmoins il est vrai, qu'il est une espèce menacée par la surpêche industrielle sur tous les océans.
mais la consommation en circuit court du thon est inscrite depuis longtemps dans l'ADN des Polynésiens. Ceux et celles qui en vivent ici ne font que prolonger le savoir-faire et le savoir-vivre de leurs ancêtres navigateurs. Le défi étant d'ancrer dans la conscience collective que nous sommes tous responsables de cette ressource, du producteur au consommateur.